ce qui nous anime ici, c'est une fois de plus d'apprendre, d'échanger, de nouer des partenariats, de constituer des écosystèmes pour s'adapter à cette révolution qui va vite, très vite, et vient progressivement remettre en cause tous nos repères. En effet, il y a à peine 2 ou 3 ans, les débats relevaient plus de la prospective, avec des réflexions qui pouvaient même tenir de la prophétie. Il semble aujourd'hui que nous soyons entrés dans une mutation profonde de notre société, avec une remise en cause complète de tous nos repères et surtout nos codes. Une des conséquences de cette révolution numérique est sans doute l'évolution de notre économie vers les services autour des usages, avec un déplacement de la valeur propre à un bien vers les services en découlant à l'instar de Airbnb, WeWork, Blablacar, etc. Ainsi, la sacro-sainte notion de propriété individuelle, qui fut une des principales revendications de la Révolution française, est en train d'être remise en cause pour des droits d'usage partagés et services associés indépendamment de la propriété d'un bien. Mais avant de démarrer ces universités d'été, je souhaiterais vous soumettre quelques-unes de mes interrogations de cet été face aux grands enjeux actuels, environnementaux, économiques et sociétaux. Comment allons-nous adapter nos bâtiments, nos villes, notre agriculture, nos comportements face au réchauffement climatique qui semble désormais acquis et s'accélère? Comment allons-nous repenser nos bâtiments et nos villes pour répondre aux grands enjeux actuels, à commencer par la réduction de notre empreinte carbone, les bâtiments, comme tu l'as dit, représentant près de 40% de la consommation énergétique globale, l'augmentation considérable de la population senior sur les 20 prochaines années, le renchérissement du foncier poussant les populations citadines de plus en plus en dehors des villes, avec des temps de transport moyens dépassant souvent les 2 heures par jour. La détérioration de notre qualité de vie, à commencer par la qualité de l'air, responsable de 9 millions de décès prématurés dans le monde, dont plus de 500 000 en Europe, sans parler des conséquences du bruit. La raréfaction de l'eau, des villes comme Londres pouvant se retrouver en pénurie dès 2050. Est-ce encore raisonnable d'utiliser de l'eau potable pour des besoins non alimentaires? Combien de temps allons-nous continuer de construire des bureaux alors que près de 15% sont inoccupés et que l'urgence semble plus à la réhabilitation qualitative? Combien de temps allons-nous continuer de construire des bâtiments figés, non évolutifs, non ou peu connectés, alors que les attentes vont vers plus de flexibilité, d'évolutivité, et qu'il est nécessaire d'interconnecter tous les bâtiments, à minimum pour une gestion intelligente des réseaux d'énergie? Combien de temps les véhicules thermiques et plus généralement la voiture particulière vont-ils continuer d'occuper 50% des espaces urbains? Sous combien de temps la mobilité électrique va-t-elle remplacer la mobilité individuelle thermique? Et comment allons-nous pouvoir ajuster le réseau électrique face à la montée en puissance de la mobilité électrique? Sachant par ailleurs qu'au début du XXe siècle, il n'a fallu que 10 ans à New York pour abandonner la calèche. Et tout aujourd'hui concourt pour s'affranchir du thermique. Comment allons-nous garantir la cybersécurité de nos bâtiments et infrastructures, ainsi que la confidentialité de nos données personnelles dans un univers toujours plus connecté? Combien de temps certains acteurs, tels que les banques, les assurances, le retail, vont-ils supporter des taux négatifs alors que leur modèle économique repose en partie sur une rémunération de l'argent? N'est-il pas temps pour eux de s'impliquer massivement dans cette grande mutation et utiliser leur position pour accompagner cette transition? Je pense notamment à favoriser les investissements et initier
ou s'associer à de nouveaux modèles économiques permettant de valoriser les externalités positives. N'est-il pas temps d'arrêter de construire des bâtiments et des villes tels que nous le faisons depuis des dizaines d'années, figés, centralisés, et qui ont conduit à une ghettoisation de notre société, avec un bilan économique et surtout environnemental déplorable. Les villes concentrant 70% des émissions de gaz à effet de serre. N'est-il pas temps plutôt d'aller vers plus de proximité et de mixité, en reconstituant des îlots de vie, combinant des bâtiments multi-usages, que j'appelle des satellites, à des bâtiments dédiés à un usage, des hubs, et privilégiant une harmonieuse répartition entre espaces privatifs et espaces partagés pour une meilleure optimisation des espaces. En effet, de nombreuses activités peuvent désormais être exercées alternativement, en mode local ou déporté. Il en va ainsi du travail avec le télétravail, le commerce avec l'e-commerce, la santé avec l'e-santé, l'enseignement et la formation avec les MOOC et l'enseignement à distance, etc. C'est une vraie opportunité pour rééquilibrer nos territoires et renforcer la cohésion sociale en favorisant la proximité et la mixité. Se pose également la question de l'existant, qui va devoir s'adapter à ces nouvelles règles et usages sous peine d'être dévalorisé. Imaginons en effet Madame Schneider ou Schneider qui dispose d'un T3 pour 1 250 € par mois et doit encore payer sa voiture, son parking, son assurance, sa facture d'eau, l'énergie. À qui l'on offrirait un forfait de 1 250 € pour un T2 et 250 mètres carrés d'espace partagé, avec, en plus, 1 heure de mobilité par jour, l'assurance, l'énergie, l'eau. Le choix sera vite vu. Ce n'est peut-être pas pour demain, mais il est clair que des acteurs comme les GAFA, les BATX et autres travaillent actuellement sur des modèles de ce style, d'où leur intérêt manifeste pour la mobilité et les bâtiments. Enfin, dans notre quête de solutions, n'aurions-nous pas intérêt à repartir d'une feuille blanche, de prendre en compte le contexte actuel et les enjeux, s'appuyer sur les nouveaux usages, les attentes des citoyens et les nouvelles technologies, et bien sûr le numérique. Nous sommes de plus en plus conscients que le bâtiment, la mobilité et la ville de demain n'auront rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Alors, soyons moteurs, innovants et surtout courageux. Il en va de notre intérêt et de l'intérêt des générations futures. C'est d'autant plus important que certains acteurs ou pays ont compris les enjeux actuels et n'étant pas tenus par les mêmes contraintes économiques ou normatives que nous, Européens, il leur est beaucoup plus facile d'évoluer rapidement et de développer de nouvelles industries et services reposant sur ces nouvelles technologies et ces nouveaux modèles économiques, faisant fi de l'existant. Dans ce contexte, les forces d'hier et d'aujourd'hui peuvent s'avérer être des handicaps. Quelque part, le bien commun et l'avenir de notre planète et des générations futures doit guider nos pas. Et au-delà des engagements parfois très médiatisés, il est surtout important d'agir. Agir tout de suite, concrètement. C'est l'objectif de ces universités d'été,
en favorisant l'échange de connaissances et la mise en relation pour contribuer à bâtir les écosystèmes qui vont porter cette transition. Bonne université à tous. Merci. Hier soir, nous avons eu un dîner rue des Bouchers. Et comme d'habitude, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir, à l'heure en Belgique, vous avez un gouvernement? Alors la réponse est toujours un peu difficile parce qu'on a 6 gouvernements potentiels. Et donc la réponse est extrêmement compliquée. Et j'essaie d'expliquer alors les arcanes un peu institutionnels belges. Et généralement, la conversation se détourne rapidement de ce sujet. Mais ce que vous avez retenu, je pense, c'est qu'en Belgique, on a eu très rapidement un gouvernement bruxellois, en région de Bruxelles-Capitale, où des Belges néerlandophones et des Bruxellois francophones se sont très rapidement mis d'accord sur une vision très forte pour l'avenir de la ville. Ça a été très rapide et au mois avant la fête nationale du 21 juillet, on a eu notre gouvernement en région de Bruxelles-Capitale. Et donc c'est un immense privilège de pouvoir accueillir parmi nous ce matin M. Alain Marron, qui est depuis donc cet été le ministre bruxellois de la transition climatique, de l'environnement, de l'énergie, des affaires sociales et de la santé. Ces 2 compétences, environnement et affaires sociales, sont liées et indispensables pour parvenir à concilier gilets verts et gilets jaunes. La qualité de l'air, également, comme Emmanuel l'a dit, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, est un élément central de la qualité de vie en ville et de la santé de ses habitants. L'ayant rencontré avant les élections du mois de mai, je sais que l'environnement bâti est prioritaire dans sa vision zéro carbone pour Bruxelles et que celle-ci a été reprise avec force dans le nouvel accord de gouvernement bruxellois de juillet 2019. Monsieur Marron, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est le premier événement public auquel je participe. Donc voilà, c'est une sorte d'inauguration pour moi. Merci aussi pour vos discours. Je vous avoue qu'ils me surprennent. Ils me surprennent positivement dans la mesure où, en tant qu'écologiste, puisque je suis membre du Parti écolo, je pense que je peux souscrire quasiment à la totalité de ce qui vient d'être dit en termes de vision sociétale, mais aussi de nécessité de mise en œuvre d'un certain nombre de solutions. Or, dans des cadres comme ceux-ci, un tel discours n'est pas nécessairement attendu et habituel. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des discours de rupture par rapport à « on a toujours fait comme ça ». Je veux dire, vous dites clairement, on doit vraiment commencer à agir autrement. Et agir autrement, ça offre aussi évidemment des opportunités. Il ne s'agit pas de mettre en exergue des problèmes et des contraintes, évidemment elles sont là, et nous avons des obligations de résultat, mais il s'agit aussi de saisir un certain nombre d'opportunités qui sont liées à cela. Alors, pour les Français qui sont dans la salle, vous le savez, la Belgique est un pays très décentralisé, donc les régions disposent de compétences qui sont fortes et qui sont dans d'autres pays dévolues à l'État fédéral ou à l'État national. Ici, donc, les compétences en environnement, en énergie, en eau, même un certain nombre de compétences liées à la gouvernance climatique, etc., sont décentralisées. Ce qui peut parfois poser des problèmes de coordination, mais néanmoins, les ministres régionaux ont donc des leviers d'action qui sont importants. Et donc ça peut sembler paradoxal sur Bruxelles, parce que nous sommes relativement petits par rapport à la Flandre et la Wallonie, mais c'est bien le territoire sur lequel nous entendons agir, et nous sommes quand même relativement fiers qu'un accord de majorité ait pu être conclu assez rapidement, comme vous l'avez dit, nonobstant le fait qu'à Bruxelles, il y a des francophones et des néerlandophones, et donc les coalitions sont des coalitions multiparties, mais aussi des coalitions bilingues. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ensemble? Parce que c'est aussi pour ça que je suis là. Quand je dis ensemble, c'est d'abord au sein du gouvernement, mais c'est plus largement à Bruxelles. On a inscrit la gouvernance climatique au cœur de l'accord de gouvernement. Et donc, il y a un accord de l'ensemble des partis et de l'ensemble des membres du gouvernement pour aller plus loin dans cette direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs climatiques vont se traduire dans une loi bruxelloise, une ordonnance bruxelloise, avec des objectifs contraignant en termes d'obligation de moyens, mais qui ne s'impose pas qu'au ministre de l'Environnement que je suis, qui s'impose
à l'ensemble du gouvernement. C'est-à-dire que rencontrer les objectifs climatiques, mais aussi ceux en biodiversité, en qualité de l'air, etc., ça va s'imposer de manière transversale dans toutes les lignes. Ça va s'imposer en logement, en action sociale, en aménagement du territoire, etc., etc. Et nous allons devoir construire ensemble cette politique qui permet de rencontrer des objectifs ambitieux en diminution de gaz à effet de serre, par exemple. Comment est-ce qu'on va faire? Les choses ne sont pas encore tout à fait claires, mais on va d'abord commencer par ouvrir le champ. La solution, vous le savez, c'est aussi pour ça que vous êtes dans la salle, elle ne viendra pas exclusivement du monde politique et des décideurs. Bien sûr, on doit prendre notre part, nécessairement, mais elle viendra... Enfin, l'enjeu est tellement important. Les mutations à venir sont tellement importantes, les défis sont tellement importants, vous l'avez dit, qu'on doit embarquer un maximum de monde là-dedans, en fait. Ça veut dire les acteurs de la société civile, les acteurs sociaux et les acteurs économiques, mais aussi un maximum de citoyens. Et donc, on va ouvrir le champ et on va ouvrir les états généraux assez rapidement, le plus englobant possible sur ces questions, sur le comment faire. On ne va pas attendre, parce qu'il faut qu'on se mette rapidement au travail et qu'on obtienne rapidement des résultats. On va le faire aussi au regard du Parlement, c'est-à-dire que tous les ans, nous devrons rendre compte au Parlement des avancées au regard de nos objectifs de gouvernance climatique et de gouvernance environnementale générale. Et un débat public pourra s'en suivre. Nous devrons donc faire de la reddition de comptes de manière annuelle par rapport à ça. Et puis on va discuter aussi avec les autres régions et l'État fédéral, du reste quand ils auront des gouvernements, parce qu'eux ne les ont pas encore. Et donc je me réjouis qu'ils en aient rapidement. Et on va discuter ensemble pour faire ça ensemble, parce qu'évidemment Bruxelles n'est pas une île. Alors on ne part pas de rien à Bruxelles, heureusement. Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a plus de 10 ans maintenant ont été mises en place, par exemple, les alliances emploi-environnement. Elles ont été poursuivies jusque précédemment, et on entend bien les amplifier et les diffuser encore plus largement. Parce qu'évidemment, ce n'est pas à vous que je dois l'expliquer, mais pour répondre en tout cas aux défis climatiques dans une ville ou une région comme Bruxelles, il y a deux axes, enfin deux leviers centraux d'action, les bâtiments, le bâti, et la mobilité. Sur le bâti, et vous l'avez évoqué également, on ne va pas pouvoir agir que sur le neuf. Sur le neuf, Bruxelles a été pionnière, il y a aussi 10 ans, avec des normes environnementales extrêmement strictes et des obligations de bâtiments passifs dans un certain nombre de conditions. Ça concerne donc le neuf. Mais on va devoir reconstruire la ville sur elle-même et accompagner les gens. Si on veut que drastiquement la consommation énergétique des bâtiments existants diminue, ça va nécessiter des investissements colossaux de la part de la population, autant que faire se peut, y compris via la mobilisation de sa propre épargne, de la part des pouvoirs publics, mais aussi dans le cadre de partenariats entre le public et le privé pour mobiliser via, par exemple, des systèmes de tiers investisseurs où des investisseurs privés investissent et se rémunèrent par la suite sur les économies d'énergie qui sont engendrées dans des bâtiments publics comme dans des bâtiments privés. L'ensemble de ces leviers, sans parler de fonds européens dont on espère qu'ils vont aussi arriver, puisque l'Europe s'est donné aussi des objectifs climatiques importants et la nouvelle commission semble aller aussi dans cette direction. Donc on attend aussi des fonds européens, etc. Mais donc l'ensemble de ces leviers devront être activés. Mais ça ne suffira pas. Ce que je veux dire, c'est que le problème, il est financier, budgétaire. Il va falloir mobiliser des fonds et trouver partout les fonds et soutenir. Mais il est aussi dans les esprits et il est aussi très opérationnel. Et donc il faudra accompagner les pouvoirs publics qui veulent faire le pas, accompagner les entreprises qui veulent faire le pas, mais aussi accompagner les particuliers. Il ne suffit pas de dire « Ok, à l'horizon de 2030, on va devoir faire un diagnostic de votre maison et puis élaborer avec vous une stratégie pour améliorer la performance énergétique tous les 5 ans, parce que c'est ça qui va se passer, et c'est ça qu'on est obligé de faire. Mais il faudra accompagner les personnes, pas seulement les aider par des primes, des systèmes de primes simplifiés, etc. Faire un accompagnement quasiment social, pratiquement maison par maison, pour faire en sorte que ça se fasse de manière la plus efficace possible. Parce qu'évidemment, les objectifs qu'on se donne au niveau environnemental ne peuvent faire sens que s'ils rencontrent deux autres objectifs qui sont totalement légitimes
et qui sont parfois insuffisamment rencontrés aujourd'hui, c'est le droit à la mobilité, pour ce qui concerne les aspects de mobilité, parce que vous avez raison, bientôt les gens n'auront plus de voiture individuelle, on passera à autre chose, d'autres types de systèmes, mais par contre, il faudra que les personnes puissent rester mobiles et accéder à un droit à la mobilité via les transports publics ou d'autres types de modalités, mais aussi le droit au logement. Vous l'avez aussi évoqué, le fait qu'on a une certaine périurbanisation des espaces urbains parce que le prix du logement devient tellement important que les gens doivent partir, mais ça pose d'autres problèmes environnementaux parce qu'on accentue les déplacements, etc. Donc il faut essayer de faire en sorte que les gens, que toutes les populations puissent continuer à trouver leur place en ville et exercer le droit au logement. Donc c'est vrai que nous voulons aussi articuler les deux, que si on aide par exemple des propriétaires privés à rénover leurs biens et à isoler leurs biens, et que les pouvoirs publics investissent dans ces bâtiments privés, en échange, on puisse obtenir de la régulation du marché locatif. Et que donc le propriétaire bailleur qui bénéficie d'une aide de l'État, de l'aide de la région pour le moment, soit contraint en échange à respecter par exemple des grilles de loyer. Donc ayons bien en tête que tous ces objectifs doivent être vus de manière concomitante et ensemble. Moi je suis aussi ministre de l'Action sociale et de la Santé, pas seulement ministre de l'Environnement, même si je suis écologiste, évidemment tout ça me tient énormément à cœur, mais les progressions environnementales ne peuvent se faire sur un désert économique ou un désert social. Ce n'est absolument pas l'objectif que nous nous donnons. C'est aussi pour ça que je suis particulièrement heureux de participer à l'introduction d'une journée comme celle-ci et que je vous remercie encore pour votre invitation. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce témoignage concret et qui s'inscrit parfaitement dans l'approche de l'ASBA qui se tient à votre disposition, surtout qu'il y aura vraisemblablement une SBA Belgique pour justement accompagner cette transition. Et j'irais même, vous verrez, là, dans le programme, il y a aussi aujourd'hui le lancement d'une fondation, MAGE, dont la vocation est là, cette fois-ci, justement, d'avoir cette approche systémique ou d'initier cette approche systémique et globale et d'accompagner tous les acteurs, à commencer par le citoyen. Parce que vous avez raison, sans une adhésion de tous les acteurs, et notamment du citoyen, on pourra faire ce qu'on voudra, mais ça ne marchera pas. Donc merci beaucoup.